Hey, salut tout le monde, bonjour encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, on continue nous autres à jaser des entrepreneurs, que c'est pas parce que la COVID, ça nous arrêtera pas justement de jaser avec des entrepreneurs, des intervenants, des gestionnaires. Écoute, on a de tout ça. J'ai même jasé avec des politiciens dernièrement. Ben oui, c'est le fun. Je les avais dit d'entrée de jeu, ceux qui me connaissent, vous le savez. J'ai dit, là, monsieur X, madame Y, on parle pas de politique. On s'amuse. Je veux savoir c'est qui l'être humain là-dedans. Ils sont crampés, mais raides. Ils ont dit, OK, Régent, on te suit. Alors, c'est ça le but, c'est de parler de l'être humain. Naturellement, on va parler d'entreprise, on parle d'affaires, ben oui, c'est sûr. On parle des revenus, des dépenses, c'est bien sûr. On veut prospérer comme entrepreneur. On veut apprendre plein de trucs, mais on veut connaître aussi les êtres humains derrière ça. Dans la jungle des affaires, vous le savez, ça fait depuis juin 2017 qu'on jase avec des entrepreneurs, des gestionnaires d'entreprise. Et je suis content de dire qu'aujourd'hui, je vais être avec mon 287e invité. Yes! Ça aurait été beau, Francis, ça aurait été sexy de faire un 300e, mais qu'est-ce que tu veux, c'est 287. T'as-tu déjà eu un podcasteur sur ton podcast? J'ai Marco Roy. Marco Roy, je connais pas. Ouais, Marco qui, je pense qu'il coach des podcasters, mais pour répondre à tes questions, non. Mais c'est pas Marco Bernard? Marco Roy. Excuse-moi, j'ai parlé avec Marco Roy hier. Marco Bernard, oui, c'est ça. Ben oui. Je connaissais pas Marco Roy, ben oui. Marco Bernard a été, j'ai fait sa première cohorte de l'Académie du podcast, donc je le connais bien, et c'est un influenceur au Québec, bien sûr, oui. dans le monde du podcast. C'est moi qui ai mêlé, là. Il a fait beaucoup avancer la cause. Parce que ce qui est le fun de pogner un podcasteur, c'est qu'il prend le contrôle de ton show. Fait que je suggère qu'au 300e, ça soit toi l'invité. Oui, puis, je propose ma candidature pour être celui qui va animer le 300e. Ben, pourquoi pas, ça serait le fun, parce que souvent, c'est drôle, tu dis ça, Francis. D'abord, je te présente, parce que je veux le dire comme il faut. Parent Valiquette. Francis Parent Valiquette. Oui, les milléniaux, on a des longs noms. Moi, je suis dans la première batch des milléniaux. Ben oui, vous avez plus de parents vous avez plus de parents que les parents des enfants, hein? Exactement. C'est le fun. Ben, écoute, j'accepte ton invitation parce qu'il y a des gens, des fois, Francis, qui me demandent, ils me disent, toi, tu dis que tu as eu des entreprises, puis tu sais, parce que c'est arrivé à quelques occasions qu'on a parlé un peu de moi, parce que c'est rare qu'on parle de moi, mais, puis je disais ça, que j'ai eu plein d'entreprises, puis que, tu sais, je me suis amusé là-dedans, puis je suis encore pas riche, fait que, il doit y avoir de quoi j'ai pas compris dans le livre, tu sais, comme entrepreneur. Puis, souvent, les gens me demandent, ben, il faudrait que ça soit toi l'interviewer, tu sais. Bon coup. Fait qu'on fera ça, Francis, le 300e. Fait que 300e, je suis présent, je vais faire les recherches, tu me donneras le guide, je vais faire l'interview. Yes. On va puis faire bien ça sûr, éventuellement, tu vas venir sur mes podcasts aussi nous parler de tes entreprises. Ben oui, parce qu'on a un vieil ami qui nous dit tout le temps que quand on se connaît, on peut pas se déconnaître. Exactement. Francis, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est le fun. Comme tu dis, de parler avec un gars qui fait du podcasting. Moi, j'aime ta formule, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais j'aime ta formule de dire, en 4, 5, 10 minutes, je vais essayer de vous présenter comment moi je vois l'actualité, qu'est-ce qui m'interpelle le plus, puis tu partages ça avec une certaine simplicité. Fait que c'est vraiment bon. Si tu veux peut-être nous redire le titre exact, que je me fuck pas là, dans mes affaires. C'est bon. Ben, en fait, c'est comme un peu quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Je pars un peu dans la direction d'expliquer, mettre un peu de contexte. Ben oui. Je voulais faire des lives, parce que j'ai beaucoup de clients qui font des lives et j'en faisais pas. Je savais pas quel sujet traiter et je suis beaucoup dans la forme. Un live, tu veux dire comme un... Ouais, c'est ça, un Facebook Live, là. Facebook Live, exactement. Et mon idée, c'était de faire un live que je peux transformer en podcast éventuellement. Et je me cherchais une espèce d'idée parce que je voulais en faire un quotidien pour avoir du jus de cerveau à tous les jours pour parler de quelque chose. Et j'ai décidé tout simplement de lire les nouvelles du podcast et de les répéter. Donc, tout ce qui se passe dans le monde du podcast, je prends maximum 10 minutes, c'est ma promesse. Donc, ça s'appelle « Ça diffuse aujourd'hui toute l'actualité du podcast en moins de 10 minutes ». Donc, je fais un live tous les midis sur toutes les plateformes de réseaux sociaux que je suis, sur plein de pages Facebook. Où ce que je lis avec vous l'actualité du podcast, ben je fais du cherry picking de quelques nouvelles et je les diffuse pour que les gens qui
veulent se tenir à jour dans le monde du podcast de qu'est-ce qui se passe, puissent savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et bien sûr, j'ajoute mes commentaires avec mon background, mon expérience, etc. Qui est ton expérience? Qui est? Parce qu'on veut savoir c'est qui ça, Francis Parent-Valiquette? Bien sûr. On peut partir de loin. Je suis un humain. Tu as dit que tu voulais connaître les humains derrière. Donc, je suis un humain. Je suis pas encore un clone. Je suis pas un clone de Bill Gates avec toutes les théories qu'il y a derrière ça. Et je suis programmeur de métier. Ça s'en vient le 20. Je vais me faire vacciner le 20. Je crois à la science. Excuse-moi. Programmeur de métier. Programmeur de métier, c'est ça, j'étais un nerd. J'ai toujours aimé la technologie, j'ai toujours aimé tout ce qui était jouer avec l'électronique. Je voulais être ingénieur électronique jeune, donc je suis devenu programmeur. Et les années ont passé. En fait, mon histoire, c'est que quand j'étais jeune, je voulais partir la radio Intrépide. Il y avait une émission à la télé que c'était deux jeunes qui volaient le radio le poste de radio de leurs parents, puis qui aidaient des gens. C'était comme de la radio underground. Fait que c'est ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas marché. Fait que j'ai décidé de devenir programmeur jusqu'au jour où je découvre le podcast et je décide de concentrer ma vie au podcast, à faire du podcast, à aider les gens à faire du podcast, écouter des podcasts. Donc, ma vie est alentour de l'audio et du podcast. C'est le fun d'entendre ça parce qu'il y a sûrement plein de gens comme moi qui... moi, je me considère encore comme un débutant en podcast. Tu comprends bien que 3 ans, 287 entrevues, ça veut pas dire de moi un expert en podcast. Puis il y a des gens qui nous écoutent, puis tu le sais, Francis, tu es là-dedans, ils ont en tête un podcast, ils ont en tête de se lancer. Puis Marco nous le disait quand il est venu à mon entrevue avec lui, c'est qu'il disait, lancez-vous, et puis ayez pas peur, essayez-le. Puis tu sais, il n'y a rien de mieux que de faire quelques erreurs, puis à un moment donné, tu te replaces, puis tu écoutes les commentaires de tes auditeurs, puis hein? Bien, définitivement, puis c'est plate parce qu'il n'y a aucune façon que tu vas devenir bon en ne le faisant pas. C'est pas vrai qu'en prenant des cours, puis des cours, puis des cours, tu vas devenir meilleur. C'est en le faisant. Puis j'invite tous les auditeurs, j'ai un podcast personnel que, tu sais, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. On n'est pas obligé de le diffuser, on n'est même pas obligé d'en parler. Il y a un épisode 0 à ce podcast-là. C'est affreux. Le son est affreux, ma diction est affreuse, tout est affreux, mais je l'ai fait et je ne l'efface pas parce que quand les gens ont peur, je leur dis, tu peux pas faire pire que ça. Comme, écoute, puis tu peux pas faire pire que ça. Puis c'est juste de le faire, puis en le faisant, ben on gagne l'assurance autant technique, autant sur l'addiction. On a des commentaires. Moi, je suis beaucoup dans on lance, puis on écoute les commentaires. On essaie quelque chose, puis on voit si ça colle, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens aiment. Puis on est en réaction avec ce qu'on reçoit, plutôt que de tout le temps penser, dire bon, là, il faudrait que je fasse ça, puis là, la lumière, puis là, il n'y a pas assez de lumière, puis le micro est pas. Puis là, le son, alors qu'est-ce que tu dis, puis là, j'entends rien, puis comment je fais pour partager mon écran? Lance-toi, puis crime, tu vas en faire des erreurs. Hein? Mais c'est le même que tu t'apprends. Puis c'est sur le volume, c'est qu'à un moment donné, à force d'en faire, tu l'apprends, puis c'est ça. Effectivement, moi aussi, je suis beaucoup dans lance-toi, n'aie pas peur, ça mord pas. Il y a personne, tu sais, à la limite, si tu te trompes, il y a personne qui va te pointer du doigt, qui va dire, tu comme non, c'est pas ça. Les gens vont t'écouter, vont peut-être te faire des commentaires, mais moi j'ai même pas eu un hater encore. Il y a personne qui m'a comme fait de commentaires, tu sais, méchants là. C'est sûr des fois il y a des gens qui m'ont dit des trucs que je pouvais améliorer, mais de faire un commentaire genre t'es pas bon, ça devrait pas faire ça. Tu prends pas position non plus, hein. Tu sais, j'ai écouté quelques-unes de tes affaires, de tes podcasts, parce que si, moi non plus, c'est pareil, là, dans la jungle des affaires, si tu commences à régler des comptes en ligne, tu sais, puis dire un tel me doit de l'argent ou telle compagnie a fait faillite, wow. Moi, je dis toujours à mes invités, moi, je mets la lumière sur toi, puis si tu as des comptes à régler, tu les règles pas à mon émission parce que je la diffuse pas. D'ailleurs, je fais plus de direct, moi, à cause de ça. Ouais. C'est arrivé une fois. Mais là, à un moment donné, tu deviens comme... Moi, ça m'a comme déconcentré, parce que là, tu voyais que le gars, il voulait régler des comptes. Ouais. Tu sais, il se servait de mon micro, puis on était à l'époque à CJMD en studio. Non, là, j'arrête ça. Fait que moi, le direct, j'ai bien peur de ça, parce que, tu sais, ça reste que c'est du direct. Puis ce qui est filmé, est filmé. Hein? C'est ça, puis c'est quand même... Moi, je pense à mon auditeur, tu sais, puis je me dis, est-ce que j'aimerais ça, écouter un podcasteur
Tu sais, des fois, il y a des sujets que j'aurais le goût d'aborder ou je vais changer l'angle, tout simplement. Je vais vraiment travailler sur l'angle parce que j'aurais pas le goût d'écouter un podcasteur qui dit bon, là, je suis allé à tel magasin puis j'ai eu un mauvais service. Tu sais, comment je peux amener ça ou peut-être amener un côté plus positif ou une comparaison pour pas que ça devienne juste du bashing ou même comment je nommerais peut-être sûrement même pas si j'ai à faire ça. C'est ça. Fait que, mais souvent, j'essaie de juste pas en parler puis quand ça me touche trop parce que je vois quelque chose qui marche pas, je vais en parler, mais je vais trouver un angle pour essayer d'amener ça positif sans nommer de nom. Je dirais pas tel magasin m'a fait telle chose. On va dire je suis allé dans une grande chaîne de magasins puis j'ai eu un problème avec mon retour puis je trouve ça drôle. On va essayer d'en rire à la limite. C'est moins de l'attaque directe, tu sais. Exactement, parce que parce que qui sommes-nous pour critiquer les autres surtout dans une période où est-ce que tout le monde fait ce qu'il peut, là, tu sais. Mais dans la vie au complet, je pense pas qu'il y ait tant de gens mal. T'as raison. Des gens mal intentionnés. Est-ce que tu connais, excuse-moi de t'interrompre, Francis, est-ce que tu connais, comment il s'appelle, Daily Buffer? Bien sûr, Yann Terriot. Hey, moi, là, lui, il me divertit, là. Il me fait rire, là. Je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il fait puis ce qu'il dit, mais il est tellement drôle puis divertissant. Mais on parlait tout à l'heure des haters. Il a reçu beaucoup de gens, lui, qui ont pas apprécié, mettons, ses sorties, tu sais. Fait, ça, c'est le genre de podcast que j'aurais peur de mettre en place parce que il brasse des fois, là, tu sais, de rire des gens ou mais c'est tellement drôle des fois, là, tu sais. En même temps, ceux qui l'aiment vont l'aimer pour, hein? Il y a un très, très grand fanbase, puis c'est un peu... c'est sûr qu'en même temps, il travaille avec lui, là, je veux pas dire que c'est la même gang, mais c'est un peu comme Mike Ward. Si tu écoutes ce qu'il dit, c'est sûr que tu vas être offusqué. Mais si tu comprends où ce qu'il veut t'amener avec ça, si tu le vois à un autre niveau, tu risques de trouver ça drôle. Puis Yann Terriot, c'est ça, c'est de la satire, il commente l'actualité, mais c'est sûr qu'il prend position. Quand il baisse le son, puis que là, il commente une vidéo qu'il partage, écoute, moi, des fois, je braille. Puis en plus, c'est qu'il y a une façon de rire, ce gars-là, que quand il rit, tu ris. Ah oui. T'es-tu d'accord? Vraiment. Ah oui, c'est clair. Hein, tu sais, on a toute une matante ou un mononcle, qu'à un moment donné, on entendait rire, puis on partait à rire, tu sais. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il... dis-moi, Francis, je sais qu'on a parlé un petit peu avant d'enregistrer tout à l'heure par rapport à coureur aussi, que tu veux peut-être éventuellement te replacer dans ça. T'aimais le monde de la course, tu m'as dit parle-moi-en pas trop parce qu'on pourrait chirer longtemps. Mais tu pourrais revenir avec un petit podcast sur la course? Ben définitivement, comme tu as dit, j'ai un podcast qui s'appelle coureur.io, qui a été mon premier podcast que j'ai lancé, un peu comme mon école quand on dit qu'il faut lancer, que j'ai mis de côté parce qu'il y a des événements, je me suis concentré sur d'autres choses que je suis jamais revenu, mais j'ai toujours l'intention de faire une saison 2. J'ai des invités potentiels qui ont des choses à raconter. Je parle de gros noms, je les nommerai pas, mais qui m'ont dit oui, j'embarque. J'ai des gros noms dans la course au Québec qui m'ont dit oui, j'embarque. Je m'étais dit je vais faire une saison 2, j'ai pas pris le temps de le faire, mais ça reste toujours en arrière-plan. Je veux en refaire un autre. Ça m'a tellement porté. Puis mon parcours, c'est que je pesais comme pas loin de 300 livres, grosso modo, et un jour, je me suis mis à courir. J'avais jamais couru de ma vie, j'avais jamais fait de sport, j'étais très sédentaire, et ça m'a apporté beaucoup de bien dans ma vie, de juste la perte de poids, plus de santé, un meilleur système immunitaire, mais surtout un meilleur mindset, plus de confiance. Fait que je voulais redonner au monde de la course qui m'a tellement donné, tu sais, ça m'a tellement donné d'être coureur que je me suis dit, si j'encourage des gens ou si je peux juste inspirer des gens, peut-être essayer de bouger sans que ça soit de la course, mais juste comme de bouger, j'ai dit, c'est ça la mission de ce podcast-là. Et oui, je veux définitivement faire d'autres épisodes, même si j'en ai perdu un peu, puis je me sens un peu imposteur présentement, mais pas en podcast, fait que je suis correct. Non, mais de toute façon, puis comme tu dis, je veux dire, ça t'a marqué, là, de partir de, comme tu dis, de 300 livres et puis tu sais, les grosses pertes de poids comme ça, là, c'est pas juste physique, hein, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de, tu passes à travers un paquet de choses. Je sais, j'en ai des amis proches, là, qui ont perdu beaucoup de poids. J'ai un ami, un ancien élève de mon école de karaté qui a perdu 100 livres. Wow. Je veux dire, c'est quelque chose, là. Mais comme il dit, c'est pas juste l'entraînement, puis c'est beaucoup le mental, la nourriture, c'est un mode de vie.
tu sais, en tout cas, à cette heure, il voit des grosses cochonneries, puis ça l'écarte, tu sais. Capoté. Ben, c'est bon. Ça, c'est la bonne façon, mais c'est ça. C'est tout le processus, comme tu dis. C'est pas le. C'est où ce que ça t'amène, puis de voir les résultats. Je pense que de faire des petits gains. Les résultats. C'est les résultats. Ça va être quoi, ça? Comme Tu veux, il va y avoir des thématiques, tu as des sponsors, de l'équipement, des nutritionnistes. Qu'est-ce que tu vas. Ben, définitivement, c'est sûr que présentement, j'ai beaucoup de coachs, de journalistes, de nutritionnistes. On veut donner des conseils. J'ai aucun commanditaire ou à peu près sur aucune de mes créations, à part ça diffuse que j'ai quelques commanditaires. Je suis pas allé chercher des commanditaires. Je suis beaucoup puis peut-être je devrais travailler là-dessus définitivement. On va arriver avec un produit. Puis ça va se faire organiquement. Les gens vont dire hey, moi je veux toi, je veux annoncer sur toi. C'est un peu la partie que j'ai pris, la position que j'ai prise. C'est peut-être pas la bonne, peut-être je devrais faire c'est ça qu'on veut tous, les podcasteurs, en tout cas, c'est à peu près c'est la seule façon de nous faire, comme on dit, rayonner financièrement, parce que ça prend des sponsors. Là. Non, clairement. C'est sûr que je voulais pas non plus. La première saison, c'était mon premier podcast, fait que je me sentais un peu imposteur. Tu sais, je voulais juste partir à quelque chose. Aujourd'hui, j'ai aucunement ce syndrome-là. Mais je comprends aussi la valeur. Tu sais, l'industrie de la course à pied, c'est une industrie qui est très, très difficile au Québec. Tu sais, il y a Reebok, Brooks, Nike, ASICS qui font beaucoup d'argent. Mais sont extérieurs. Ici, les gens qui organisent les courses, même le marathon d'Ottawa, qui est une des plus grosses courses les mieux organisées au Canada, les plus belles, certifiées triple. S'ils n'ont pas la banque Scotia qui finance, ils n'arrivent pas à faire l'événement. Ils couvrent pas, même en chargeant 100$ par participant, puis il y a 50 000 participants, ils n'arrivent pas à couvrir les frais. Tu sais, c'est pas une industrie qui est... c'est beaucoup qui sont là-dedans, le font en gros par passion. Je pense à Mathieu Raymond qui a sa paire de chaussures au Québec, qui fabrique des chaussures québécoises. Il vit bien, là, mais c'est loin d'être... il travaille fort, il travaille très, très fort pour réussir à promouvoir ça. Fait que c'est dur d'aller chercher de l'argent, de dire on va te backer là-dedans, surtout s'ils ne voient pas le retour rapidement versus les compagnies d'assurance. Oui, c'est ça, les compagnies d'assurance, mais encore là, tu sais, je vois mal, je sais pas, moi, Banque nationale, tu disais Scotia, mais tu sais, c'est difficile. Eux autres, ils vont sur le volume. Tu sais, si t'as 100 personnes qui écoutent ton balado, mais si t'en as 10 000, ben là, n'importe qui peut s'afficher. Tu sais, même moi qui donne des formations en entreprise, je vais vouloir que tes 10 000 auditeurs me connaissent, tu sais. Exactement. Dis-moi, Francis, je vois aussi que tu dis souvent le nerd derrière le succès de votre podcast, le nerd derrière, je sais pas trop, j'ai vu ça sur ton profil LinkedIn. Je trouve ça le fun parce que, honnêtement, là, toi, c'est parce que tu fais les deux. Tu parles au micro, puis tu fais quand même ton... Mais des gars comme toi, là, ça court pas les rues, là. Non, je pense pas. Hein? Moi, je vais te dire une affaire, il y a des journées, là, je frotterais une bouteille, puis j'aimerais ça que tu sois à côté de moi. D'un coup sec, là. C'est clair, c'est le niveau de service que j'essaie d'offrir. J'ai de la misère à grossir ça, mais c'est le niveau de service que j'essaie d'offrir à mes clients, d'être là pour eux autres. Ta clientèle, c'est des podcasteurs? C'est des podcasteurs. En gros, c'est beaucoup des coachs, des conférenciers. On a quelques entreprises plus grosses, mais ça fonctionne moins bien dans la grosse entreprise. Donc, l'expert qui a son message à passer, il veut passer son message, puis qui veut utiliser le podcast pour le passer, qui est d'ailleurs, selon moi, une très, très bonne façon présentement. C'est encore très... tout le monde a l'impression que c'est saturé, mais c'est encore le début. Il y a plein de sujets qui ne sont pas traités. Regarde les stations de radio. Les stations de radio, dans le temps, on avait 3. Si t'en vas aux États-Unis, t'en as un à chaque ligne. Ah oui. Tu tournes ton comment t'appelles ça, l'espèce de... voyons, je vais te le montrer, je l'ai downloadé, là, cette affaire-là, là. C'est un radio app que ça s'appelle. Je sais pas si tu as vu ça. Je sais pas si tu vois ma ligne. Non. Ouais, la caméra est floue, mais c'est clairement... comme une ligne de... Tu sais, quand on était jeunes, il
les radios, tu tournais l'aiguille, puis comment on appelle ça? Je cherche le nom. Pas le tuner? Ouais, un tuner. C'est ça. C'est un tuner que tu télécharges sur ton application. OK. Puis tu vas chercher le poste de radio que tu veux. Mais là, tu es sur, t'es sur le Wi-Fi, tu es sur le net. J'ai à peu près 1000 postes de radio. Wow. C'est tout du FM, là. Puis, ben, tu ris, mais un moment donné, quand j'ai commencé dans la production de podcast, j'ai parlé avec quelqu'un d'une compagnie de production de télévision qui est très, très grosse et importante au Québec. Puis elle m'a dit, notre dernier meeting qu'on a eu, ils ont dit là, arrêtez de vouloir créer du contenu vidéo. Les gens n'ont plus de temps. C'est l'audio qu'il faut se concentrer dessus. Parce que tu vas chercher du temps que les gens n'ont pas. Tu sais, la radio, le podcast, tu peux l'écouter dans l'auto, tu peux l'écouter en faisant ta vaisselle. Quand tu veux, ouais. Où tu veux, tu vas promener ton chien. Donc, ça devient une habitude, mais de s'asseoir puis d'écouter de la vidéo, les gens n'ont plus de temps. Ils ont déjà Netflix, ils ont 50 000 vidéos sur leur page Facebook, ils suivent le contenu qu'ils aiment. C'est quand même, c'est très difficile d'aller chercher, de s'intégrer dans leur habitude de temps quand on a une émission vidéo présentement. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, je le vis là, à petite échelle là, depuis un an, depuis la COVID, depuis qu'on a fermé nos studios d'enregistrement à Québec. Ben, on fait du Zoom avec nos invités. Donc, dans la jungle des affaires, ben, mais là, si j'ai une co-animatrice, elle n'est pas à côté de moi, là, on n'est pas en train de faire des niaiseries puis se parler pendant qu'on va à la radio, à la pub, c'est-à-dire, puis tu sais, de s'ajuster avec notre invité, de dire, bon, OK, ça c'est correct, on parle plus fort, plus vite, moins vite. Là, on est comme, elle est chez elle, moi, parce que moi, j'ai toujours une co-animatrice féminine, normalement. Là, depuis un petit bout, c'est plus difficile. Mais en studio, j'ai toujours une fille que j'invite. Okay. Alors, c'est jamais la même. C'est ça qui est le fun. T'sais, j'ai déjà eu la même pendant vu que c'était à moi, tu as décidé de ne pas l'inviter. Non, mais c'est parce qu'on a fait ça. Écoute, on s'est décidé quand, nous autres, jeudi, je pense. C'est allé vite, nos affaires. Nous autres, on n'a pas, comme on dit, on n'a pas niaisé avec la POC. Mais c'est ça. Fait que c'est pas évident. Mais règle générale, si tu reprends les premiers enregistrements dans la jungle des affaires, je te dirais, les 150-200 premières, il y a toujours une fille. Puis dans les 50-60 dernières, là, c'est comme une fois de temps en temps, là, on va dire, là, j'ai négligé un petit peu ce côté-là, parce que je trouve que c'est le fun d'avoir une fille qui interviewe notre invité avec des petites questions. Tu sais, comme là, elle dirait, ben, t'as-tu des enfants? Ben oui! Hey, là, j'ai une bonne idée aujourd'hui. Tu vas faire la fille. J'ai 2 enfants, Henri et Jeanne. Jeanne, 7 ans, Henri, 4 ans. Ah oui? Ah ben, Colin, ça, c'est le fun. Hey, ça, c'est une belle âge. 4 ans, 7 ans. Eh, Seigneur. Là, t'as de l'action, là. Oh oui, j'ai de l'action. Faut que je leur dise, papa, il enregistre, là, essayez de pas trop sauter. Puis là, dis-moi, ben là, à cet âge-là, c'est pas pire parce que, ben là, il y en a un qui va à l'école. Ben, c'est rendu compliqué là, avec la COVID. Ouais, c'est compliqué. Elle fait l'école virtuelle jusqu'en septembre, là, ben jusqu'en juin. Là. Fait qu'elle est à la maison. C'est ta fille, qui est plus vieille? Ouais. La fille qui est plus vieille, on l'a sortie de l'école à cause des mesures sanitaires. Fait qu'on l'a eu de octobre à mai pour les besoins d'enregistrement. Donc, on est en école virtuelle. Fait qu'elle est pas mal là toute la journée. L'école virtuelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme 2 heures de cours par jour par Zoom, ce qui est très difficile pour un enfant de 7 ans. Fait qu'elle est très bonne, mais ça reste que la majorité de la journée est à la maison avec nous autres. Ça c'est sûr que la COVID, ça l'a tellement... Moi, tu sais, comme moi, j'ai une grande de 25 puis un autre qui va avoir 18 bientôt. Wow. Pas la même affaire, tu sais, mais je me dis, maudit Seigneur, ceux qui ont des jeunes enfants à l'école, pis ça, c'est important qu'il y ait à l'école, qui voient les amis, qui socialisent. Tabarnouche, en tout cas. Ah, ça va laisser des séquelles. Ton petit gars, lui, il a 4 ans, il va pas encore à l'école. Il allait à la garderie, on l'a sorti. Là, les grands-parents, parce qu'on vit avec les grands-parents sont vaccinés. Fait que là, on l'a renvoyé à la garderie. Il a recommencé cette semaine. Il trouve ça dur, mais en même temps, il avait besoin de socialiser parce que là, lui, écoute, il était tout le temps avec nous autres. Il était, tu sais, comme là, faut le laisser de force, mais oui, c'est sûr que... C'est un vrai petit gars, là? Un vrai petit gars, il aime ça casser des affaires, puis
les dinosaures, les j'avais camions. peur d'avoir un petit Régent. Je me disais, mon Dieu Seigneur, j'espère que je vais avoir deux petites filles, 2 Régeannes, pas un Régent, vierge. La vie a bien fait ça, m'a donné 2 belles filles. 2 filles chanceux. tranquilles. Ouais. Chanceux. Hey, j'aurais eu un petit Régent, je pense que je l'aurais mis dans ces choses. Écoute, étonnamment, mon gars est plus facile que ma fille. Je pense que ça serait plus facile d'avoir 5 comme mon gars qu'une comme ma fille. Il est super. Même s'il est énergique puis tout. C'est ça, les petits gars, hein, ça a plus d'énergie. C'est ça, il est super. Il est super affectueux puis tout. C'est comme vraiment. Ta fille, elle a son petit caractère? Elle a plus un petit caractère? Elle retient de papa, insolide. Oui. Elle tient tête. On dit tout le temps, les bons côtés, ça retient de la maman, puis les mauvais, ça retient du papa. Ouais. Je t'ai dit que j'allais être honnête sur le podcast. Oui, c'est ça. Fait que, mais là, tu me disais, tes parents habitent avec vous autres, ça veut dire que vous avez comme une espèce de maison bigénérationnelle, ou bien? Exactement, c'est un duplex. Fait que les parents, le père de ma blonde, en fait, et sa nouvelle femme, qui depuis 25 ans, reste au-dessus de nous autres. Okay. Puis nous autres, on occupe le premier puis le sous-sol. Mais on a une grosse bulle, là. Fait qu'on se promène pas mal d'un étage à l'autre, là. Puis y a-tu quelque chose de plus pratique que d'avoir des beaux-parents à la maison, pas loin quand t'as des enfants? Hey, en pandémie, là, on a été choyés. La vie était dure avec moi les dernières années. Oui. Mais pendant la pandémie, on dirait que tout s'est aligné parce que on était avec eux autres. T'sais, on avait une plus grosse bulle, puis on avait de l'aide. Parce que beaucoup de parents qui se sont ramassés avec des enfants, de la job, aucune aide. Nous autres, on a eu de l'aide, puis on avait une grosse bulle. Fait que c'est déjà beaucoup plus facile quand on est 6 de pouvoir échanger juste de jouer aux cartes ou peu importe. Versus, écoute, quand tu t'entends bien avec tes beaux-parents, c'est-tu le fun? Ah, c'est merveilleux. Moi, je les adore. Là, je veux dire, c'est comme. C'est drôle parce qu'on parle de. J'espère qu'ils t'aiment autant. Mais quand on parle des personnes aînées, là, je t'emmène là-dessus, un expert du podcast, parce que je veux t'entendre là-dessus. Moi, j'ai eu à un moment donné une idée avec des gens qui m'envoyaient des petits messages. Puis moi, j'enseigne le tai chi, une espèce de dérivé de tai chi, dans les résidences de personnes aînées. Ben, j'enseignais parce que là, on s'entend-tu que, mettons, on va dire avant mars 2020. Mais j'avais le goût, à un moment donné, de lancer une espèce de radio web, podcast, je ne sais pas trop. De quoi de simple, parce qu'il ne faut pas que ça soit compliqué, pour les personnes aînées. OK. Ouais, et puis j'ai travaillé fort là-dessus, mon gars, là, t'as même pas idée. J'ai travaillé au moins 2 mois de temps, là. J'ai monté tout le plan d'affaires, j'ai monté le vidéo, le logo, là. Écoute, j'ai les studios de radio, tu sais, j'ai tout ce qu'il faut, là. Mais j'ai comme backé, j'ai choqué à la fin, j'ai dit, Colin, je voulais faire une application qui permettrait justement aux personnes aînées de se loguer, tu sais, puis de venir nous écouter à tous les jours. Une radio complète, là, pas juste une émission le lundi matin, là. OK, je comprends. Avec une grille horaire du matin au soir, puis non. Mais ton feeling d'expert en podcast, ça serait quoi, toi? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans un monde de niche. Je ne connais pas la niche des personnes plus âgées. Ce que je peux dire, c'est que mon beau-père aime beaucoup écouter la radio. Mais est-ce que c'est juste lui? Hein? Oui, conventionnel. Il écoute beaucoup Radio-Canada. J'y partage des balados. Tu sais, quand je trouve des choses intéressantes, il les écoute. Il les écoute aussi? Oui, il les écoute aussi. Fait que surtout comme les gros, là, comme de Radio-Canada, des choses comme ça, là, plus que il va écouter les miens quand j'ai envoyé mes niaiseries, là, mais il n'écoute pas tous les jours. Définitivement, ça s'adresse pas à lui. Mais c'est ça. Fait que ce que je crois, c'est qu'il y a un gros monde de niche, puis que je connais pas cette niche-là, je connais pas ces auditeurs-là. C'est épeurant, par exemple, parce que là, dans le plan d'affaires, là, écoute, c'est des centaines de milliers de dollars d'investissement. Là, tu pars pas ça de même. Non, c'est ça, c'est beaucoup. C'est drôle, là. Une radio complète, là, une radio vraiment. On parlait de sponsorship, puis présentement, il y a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup d'argent dans les services aux personnes âgées, qu'on parle de résidence. C'est des entreprises très profitables pour le moment, avec le baby boom. C'est ça. Fait que ça peut être facile de trouver, c'est des gens très profitables, de trouver un 50, 100 000, 200 000 de commandites. Je pense que c'est un domaine qui peut être très, très, très facilement. Quand tu penses qu'il loue
un micro-studio d'un résident solitude pour 3 000 $ par mois. Ils te louent ça 36 000 par année. Puis quand tu meurs, ils chargent un autre 26 000 de frais de cancellation à ta famille. Sont définitivement capables d'avancer un peu d'argent pour aller chercher du sang neuf ou d'offrir un meilleur service à leurs usagers. Je pense qu'il y a quand même une grosse industrie autour des personnes âgées qui est profitable. Ça demande beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion. Tu sais, moi, au début, j'ai dit, bon, peut-être qu'on pourrait commencer par un petit podcast, tu sais, pour les personnes aînées. Mais là, ils vont tous loguer. Moi, je voyais loin, là, je voyais dans la mesure où je voyais l'enfant qui va voir grand-papa puis grand-maman puis qui dit, hey, télécharge cette application-là, ça presse, tu sais. Mais en tout cas. Mais je suis content. En même temps, c'est cool, tu me fais brainstormer. Enfin, je sais que c'était pas le but de l'entrevue. Mais je pense qu'une des barrières à l'entrée des personnes âgées, c'est la surdité. Et les appareils ne sont pas faits pour eux. Les personnes âgées, tu sais, tu essaies de monter le son sur ton téléphone puis ils te bloquent pour pas que tu puisses, pour pas que tu te défonces les tympans. Il y a comme quelque chose qui manque dans ce côté-là parce que plusieurs, tu sais, je pense à mes grands-mères, ils n'entendaient rien. Tu sais, comme j'aurais pu leur mettre n'importe quel poste de radio, tu sais, ils entendaient, mais c'était quand même très flou. Fait que ça, je pense qu'il y a surtout un gros marché si on pourrait avoir une application et facile d'utilisation et qui leur permet d'entendre, peut-être qu'ils jouent plus fort ou je ne sais pas par quel... Qui amplifie le son, ouais, je comprends. Parce que, effectivement, c'est... En tout cas. Mais là, tu sais, à un moment donné, dans la jungle des affaires, demandait beaucoup de temps aussi parce que c'est le fun de recevoir des entrepreneurs. Dis-moi, t'étais-tu entrepreneur avant ou t'étais employé ou t'as toujours été entrepreneur? Moi, j'ai commencé... Mon père est entrepreneur, ma mère était semi-entrepreneur. J'ai un gros trouble avec l'autorité. Fait que c'était clair pour moi qu'un boss... c'était moi, pas de boss. Fait que c'était un peu, je suis entrepreneur, mais je peux pas prendre le mérite de dire comme du parcourage. C'est vraiment par survie. Parce que je me vois pas. Ben là, aujourd'hui, je me vois. J'ai travaillé beaucoup sur moi. Aujourd'hui, je serais capable. Je sais que, tu sais, mais à une certaine époque, c'était clair que je voulais pas avoir de boss au-dessus de moi. Et c'est pour ça que je suis entrepreneur. Donc, je l'ai été toute ma vie. Puis, genre, à 8 ans, je vendais des cartes dans le cours d'école. Tu sais, je suis vraiment de ceux-là, là, comme pour faire une pièce ou deux. J'achetais des paquets de cartes, puis je les refaisais. Puis, en tout cas, j'avais tout un système de vente. Fait que je savais quel paquet donner à qui, quand, pour que... c'est de la vente, c'est de l'analyse, c'est du développement, ça fait partie de la... C'est mieux ça que vendre la drogue. Clairement. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché pour moi. Non. Hey, dis-moi donc, un père entrepreneur dans quel domaine qui était, ton père? Mon père, il était dans le financement. OK. En fait, je ne sais pas si tu couperas au pire au montage, mais mon père, c'était un présumé caïd. Ah oui? Fait que ces entreprises légales étaient... Hein? On va garder ça au montage, c'est le fun. On va garder ça. Donc, ces entreprises étaient... Il y avait des entreprises légales et d'autres moins légales. Donc, bien sûr... c'est pour ceux qui... Je vais faire un cours de criminalité 101. Théoriquement, tu commences par voler des autos. Si tu te tannes pas, tu commences à vendre de la drogue. Puis si tu montes assez dans la drogue, tu as assez d'argent pour prêter de l'argent. Fait que le haut de la pyramide dans le monde de la criminalité, c'est vraiment le prêt d'argent parce que tu vas financer ceux qui veulent partir. Parce que quand tu pars, tu veux vendre de la drogue, tu n'as pas l'argent, fait que tu finances ça et c'est là que le gros de l'argent et que le risque tombe à peu près à zéro parce que en tout cas, bref. Fait que c'est la pyramide de la criminalité. Fait que mon père a monté en haut, il était dans le prêt d'argent. Et aussi partie des entreprises légales de prêt d'argent. On s'entend légal, le taux maximum est de 59,9, fait que tu payais 59,9. En bas de 5% par mois. En bas de 5% par mois. Mais en fait, c'est 47. Ceux qui ne le savent pas, c'est 59. Mais légal, c'est 47 parce qu'il y a un taux effectif. Les banques calculent que si tu collectes l'argent et que tu reprêtes, ça remonte. Fait que c'est 47%. En tout cas, longue histoire, on ne rentrera pas dans les détails. Donc, il y avait 47, c'est beaucoup d'argent, hein? Oui, c'est beaucoup d'argent. En même temps, faut que tu le regardes dans l'autre sens, il permettait à des gens de partir des projets qui n'auraient pas pu. Oui, c'est ça. Il permettait à des gens d'avoir des prêts hors conventionnels.
Exactement. Puis, un moment donné, j'avais dit, mais comment tu fais pour choisir tes clients? Puis, ce qu'il m'a dit, c'est pas compliqué. Il faut que ton client puisse faire de l'argent avec le prêt que tu lui fais. S'il prête de l'argent puis qu'il fera pas d'argent, s'il fait juste payer ses dettes puis survivre, t'es mort, tu récupéreras même pas ton argent. Exactement. Mais si je t'emprunte 100 000 dans le but d'en faire 200, même si je paye 27 000 d'intérêt, je fais encore 75 000 que je n'aurais pas fait. Je vais toujours te payer, puis je vais être content. Je vais être content de payer 47 parce que j'ai fait de l'argent sur cet argent-là. Fait que c'est un peu ça, la mentalité derrière. Que fois, les gens comprennent. C'est une bonne mentalité. C'est ça. Puis, si tu vas à la banque, ça va prendre 7 ans à avoir ton approbation, tu vas manquer ton deal. Fait que on a besoin de capital de haut risque. C'est ça que, justement, le Fonds de solidarité de FTQ vient combler pour tout ce qui est construction. Ça part de ces bases-là. Maintenant, on laissera la commission Charbonneau décider qu'est-ce qui était correct et qu'est-ce qui l'était pas. Puis c'est pour ça que tu as senti, toi, que l'entrepreneuriat, ça faisait partie des discours à la maison, puis tu entendais ce discours-là qui était comme un peu plus entrepreneur, hein? Ben oui, puis il y a un côté aussi que j'ai pas eu le modèle de parents qui se lèvent à 5 heures avec leur boîte à lunch. Ouais. Moi, mon père était en prison, puis ma mère, on va dire vraies affaires, elle était sur le BS, puis elle travaillait en dessous de la table, à faire des contrats de décoration, puis des cossins. C'est pour ça que tu dis semi-entrepreneur. Ouais, semi-entrepreneur. Ben, ça reste qu'ils ont offert des services à des gens qui n'avaient besoin, si on le considère comme ça. Il y a sûrement des gens pour qui, aujourd'hui, ils ont marqué leur vie. Oui. Dans tous les sens. Je pense que ça reste l'entrepreneuriat, c'est que la ligne, c'est la légalité, la moralité là-dedans. Oui. Moi, c'était clair que c'était pas quelque chose pour moi. Ça t'attirait pas. Ben, quand tu vois ta mère alcoolique puis ton père en prison, tu veux faire autre chose. Tu n'as pas envie. J'ai pas envie que mes enfants viennent me voir une fois par mois puis qu'ils aillent à passer des détecteurs de métal parce que. Puis ta blonde, est-ce que ses parents sont un peu plus, on va dire, tranquilles? Un peu plus standard? C'est drôle parce que sa mère, elle, c'est vraiment la dame exemplaire qui a étudié, infirmière, qui a passé sa vie à l'hôpital à soigner les gens. Altruiste, prend soin des gens. Exactement. Puis son père, à Noël, lui, c'est tout le temps elle qui dit ça va-tu là? Tu manques de rien? Exactement. Celle qui prend les bons soins puis qui a une conscience, une moralité sociale. Puis idéologique. C'est ça. Puis son père, lui, ce qui est le fun, c'est que c'est la première vague. Les gens se plaignent que ça coûte cher les écoles, mais avant les années 60, les gens n'avaient pas accès à l'université. Fait que lui, il était dans la première vague à aller à l'université à l'UQAM, que ça a été rendu public en sociologie. Fait que lui, c'est plus le style qu'il y a des grosses études, mais qu'en sociologie, il y avait 3 postes qui s'ouvraient par année. Fait qu'il n'a jamais travaillé là-dedans. Fait qu'il a fini agent immobilier, il a eu son motel. T'sais, il a fini entrepreneur, un peu comme moi, pas par choix, mais parce qu'il n'y avait pas de job dans ce qu'il a étudié, puis il a surfé la vague de faire de l'argent autrement. Et aujourd'hui, je suis persuadé que c'est encore plus fort qu'avant, la sociologie. Penses-tu? Aucune idée. Non, mais je veux dire, on dirait qu'il y a je sais pas, on dirait qu'il y a comme il y a un élan là, en tout cas, moi, j'aurais plus confiance aujourd'hui en la sociologie que dans nos années. En tout cas, moi, mon feeling. Peut-être. C'était le feeling de Régent aujourd'hui. Yes, sir. Commandité par l'Université du Québec à Québec. Commandité par Mafia Inc. C'est le fun. Non, mais c'est le fun. C'est ça qu'on veut. On veut recevoir les entrepreneurs dans la jungle des affaires qui nous racontent, qui s'ouvrent à nous autres, tu sais, puis qui sont authentiques, puis que, tu sais, c'est pas parce que tu es entrepreneur, on a parlé un petit peu avant d'enregistrer tout à l'heure, que tu es riche nécessairement. En tout cas, moi, j'essaie de me remonter le moral avec ça, parce qu'après 11 entreprises, si je suis pas encore riche, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est pas encore. J'essaie de lire le livre. Pour moi, il y a un chapitre que j'ai passé. C'est tout mal. En parlant de livres, là. Oui. Tu as une histoire de livre, tu viens de nous raconter là? Oui, écoute, c'est clair. T'écris-tu un peu, des fois? Hein? T'écris-tu des fois des affaires pour toi? Ou...
Ben oui, j'ai commencé à écrire, mais c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Mais heureusement, je maîtrise l'audio. Fait que je veux fesser sur le clou que je suis fort et j'ai l'intention de le lancer en podcast. C'est clair que j'ai des sujets pour des livres, mais ça va sûrement plus se tourner en podcast plus que le temps avance. Ah, mais tu pourrais le faire en audio avant de le faire en écrit? Exactement. C'est en plein ça l'idée. Où je peux aussi, il y a des ghostwriters, il y a des gens qui écrivent pour toi. Fait que faire toute ma recherche, tout mon Ah, mais moi, j'ai tout ça, là. C'est ça. J'ai tout ça. Moi, j'ai une petite maison d'édition bien modeste. Nice. Ben, clairement, je cherche des collaborateurs. Non, mais c'est pour ça que j'ai un flash. J'ai dit, colique, c'est une belle histoire. C'est parce que, moi, en tout cas, tu me corrigeras, mais moi, ce que j'aime des histoires qui sont pas, on va dire, standards, puis quand la personne, en tout cas, tu me sembles être devenue une bonne personne quand même, c'est là que je vois que, parce que de sortir ou d'avoir vécu certaines expériences, c'est ça qui est le fun. C'est l'après. Tu sais, le pendant, c'est comme un film. Le pendant, t'es tout excité, tu regardes ça, tu lis ça, t'es comme énervé, mais à la fin, le résultat, c'est Caroline. Tu sais, je trouve ça le fun que tu t'en aies bien sorti quand même, puis que tu puisses... aujourd'hui, tu es un père de famille. Puis, en tout cas, je te lance l'idée. Si à un moment donné, tu veux te lancer dans j'en ai des ghostwriters, mais c'est tout du monde à contrat, là. C'est ça, ben c'est clair que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que je travaille. Pour moi, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, l'histoire de mon père, d'un gars d'une famille ouvrière qui, à un certain moment, a valu, là, c'est sûr qu'il faut faire les recherches, là, mais plusieurs dizaines de millions en investissement. Hey. Tu sais, qui a travaillé autour des gros, qui a été comme vraiment important dans le monde interlope sans être connu. Tu sais, que quand il est mort... il y a des journalistes qui se prétendent des journalistes de mafia qui totalement disaient n'importe quoi. Tu voyais qu'ils connaissaient pas. Ils ont connu l'histoire de mon père des années 90 avant qu'il aille en prison, mais qu'ils connaissaient, je pense qu'ils savaient même pas qu'il était sorti de prison, là, tu vois le genre. Fait qu'il a réussi à garder cette ligne-là entre être un homme d'affaires respectable, d'avoir des entrées dans toutes les banques, dans tous les commerces, tout en étant puissant et connu dans la rue. Son histoire est quand même quasiment comme l'autre. Là, c'était quoi? C'était Bouchard dans les années 50. Là, oui, peut-être pas autant, mais ce que je pensais. C'était un peu la même... Quand j'écoutais l'histoire de Bouchard, j'étais comme, mais c'est à peu près la même histoire que... Comme quand il est mort, plusieurs étaient surpris. En même temps, plusieurs le connaissaient comme cette espèce d'aura-là. Définitivement, cette histoire-là mérite d'être perpétuée. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Il n'y a rien qui t'empêche de l'amener avec une certaine saveur, sans nécessairement tout romancer, mais ça se dit, ça, dans un livre, on peut dire basé sur des faits réels. Mais ça devient un best-seller parce que ce qui est le fun d'un livre, là, il y a deux. Moi, je dis toujours à mes entrepreneurs, parce que c'est à peu près des entrepreneurs. Je veux faire des histoires sur des entrepreneurs, mais des biographies, j'aime bien ça. Je dis aux gens, il faut que d'abord, si vous voulez laisser une marque pour vos enfants, pour la suite des choses, ça peut être... Des fois, il y a des gens qui vont vouloir écrire un livre pour devenir conférencier. Alors, ça devient un peu leur marque de commerce, leur carte de visite, tu sais. Et puis, tu as des gens aussi qui veulent écrire un livre simplement pour raconter, tu sais. En vieillissant, on veut tout raconter, hein. Des fois, on se rappelle, moi, je suis rendu à 54 ans. Quand j'étais jeune, un gars de 50 ans, c'était une vieille croûte, tu sais. Puis on trouvait qu'il voulait radoter son histoire, puis ça nous intéressait pas. Aujourd'hui, on parle avec quelqu'un de 75 ans, puis on lui dit « Hey, raconte-moi ça. » C'est le fun d'entendre ça, tu sais. Alors que, bon, en tout cas. Mais fait qu'il y a plein de... Ce que je veux dire là-dedans, mon point, c'est qu'il y a plein de façons, il y a plein de motivations à écrire un livre. Ben oui. Tu sais. Puis un livre peut devenir un film. Définitivement. Puis, beaucoup de films sont commencés par des livres. Ben oui, clairement. Ben ça prouve aussi l'engouement. C'est sûr, on parle un petit peu de rendre la vie facile. Si tu arrives avec une histoire qui a déjà connu un certain succès, que ce soit en podcast ou en livre, définitivement, Hey, c'était le fun, j'aimais ça, Francis. C'est une première, puis ça sera peut-être pas une dernière. On va sûrement avoir l'occasion de reprendre ça. Ben, je suis là au 300 pour toi. Je t'invite sur mon podcast bientôt. Oui. Puis, on a déjà 2 rendez-vous de fixés.
Puis quand tu veux, tu m'invites. J'ai la carte chouchou. Tu m'invites, ça va me faire plaisir. Je suis toujours partant pour venir parler. La carte chouchou dans la jungle des affaires. Tu vas nous raconter tu vas nous raconter un chapitre à la fois de ton livre. Ça va être le fun. Hey, ça, c'est une bonne idée, ça. Hein? Oui. Hey, merci beaucoup. Puis écoute, comme je te dis, il y a bien des journées que j'aimerais ça que tu sois là parce que c'est que je n'arrache avec le côté technique. Mais j'ai aimé Riverside.fm. Je vais sûrement repitonner ça, voir comment ça se passe. En attendant, tu m'envoies les liens? Je t'envoie les liens pour l'enregistrement. Pour le montage, audio, vidéo. On a fini, je vais l'arrêter tout de suite. Ben, t'as pas, je vais dire bonjour à ma gang. Oh. OK, excuse-moi, je l'avais pas parce que vu qu'on parlait un peu comme ça. Non, faut que je dise bonjour, là, moi, ma gang. Hey, ils vont dire bonjour à ta gang. Salut tout le monde, merci beaucoup encore d'avoir été là. N'oubliez pas que je vous lis chacun de vos courriels à date. J'ai lu toutes. J'aime bien ça, ce que vous m'envoyez comme message. J'essaie de vous écouter, je vous réponds, vous le savez. Et puis, on ne sait pas quand est-ce qu'on revient dans la jungle des affaires, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Puis entre-temps, allez voir les balados de Francis Valiquette, parent Valiquette, qui va se faire un plaisir aussi, peut-être même de vous coacher. S'il y a des gens qui ont besoin, il y a des forfaits disponibles pour avoir de l'aide. C'est très important. Puis comme Francis l'a bien dit tantôt, lancez-vous donc dans votre podcast. Lancez-vous. Hein? Le mot de la fin, exactement. Francis? Ben merci. Merci pour ton temps. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir écouté mon histoire. Puis si jamais, un seul point d'entrée, santro.show, santro.show, ça va vous permettre de voir tout ce que je fais autant tous les jours à midi. Ouais, ça diffuse, mais c'est une autre histoire. Non, mais oubliez-les pas. Moi, je trouve le tous fun, les jours à midi, aussi. Facebook. Ajoutez-moi ces réseaux sociaux. Je suis bien social. Oui, allez me chercher comme ami, c'est ça. Cool. Salut Francis, bye bye. Merci beaucoup. Bye Régent.